Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons une des grandes figures du droit international, la professeure Monique Chemeli-Gintourou. Dans ce contexte mondial de grande instabilité de l'Ukraine à Gaza en passant par l'Iran, nous allons interroger ensemble ce qu'il reste aujourd'hui de la légitimité du droit international face aux violations du droit humanitaire, à la puissance de la justice pénale internationale, aux attaques ciblées contre l'ONU et la Cour pénale internationale, et à l'incapacité de prévenir des crimes aussi graves que les génocides. Professeur Gendrou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour ma personne. Merci infiniment. Je me trouve comme un élève devant son professeur. Merci infiniment. Merci à vous de me recevoir. Merci beaucoup. Mon professeur, concernant cette crise du droit international, comment définissez-vous la légitimité du droit international aujourd'hui dans ce monde où les États les plus puissants s'autorisent à le contourner? Écoutez, la légitimité du droit international, elle reste là, parce que les États dont vous parlez, qui le contournent, ils ont signé la Charte des Nations Unies. Ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé les grands pactes internationaux. Alors, c'est vrai que le droit international a une faiblesse congénitale que je vais expliquer pour vos auditeurs. C'est un droit qui n'est que contractuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les sociétés internes, vous avez deux étages du droit. Les individus entre eux, ou les groupements, les sociétés, les entreprises, peuvent passer des contrats. Les contrats sont libres, sauf évidemment s'ils sont contraires à la loi. Il y a une hiérarchie des normes, on appelle ça. Et simplement que les contrats ont un effet relatif. Ils ne valent que pour ceux qui les ont signés entre eux. Ils ne valent pas pour des tiers. Et puis vous avez l'étage supérieur, qui est l'étage de la loi, de la Constitution, qui sont les normes fondamentales sur lesquelles s'appuie une société, sur lesquelles elle s'organise. C'est le contrat social. Le droit international est un droit, je dirais, bancal. Bancal parce qu'il ne fonctionne qu'au contrat. Les traités internationaux, ce sont des contrats entre les États. Ne les signent et les ratifient que ceux qui le veulent. Ils peuvent s'en retirer. Et vous n'avez pas l'étage supérieur. Ou plutôt, il y a une volonté de construire l'étage supérieur de la part de tous ceux qui croient au droit, avec des catégories, mais qui sont très faibles. La coutume internationale, le droit impératif général. On considère que l'interdiction de la torture, l'interdiction du recours à la force, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont des normes de droit impératif général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les violer par contrat, on ne peut pas les contredire dans un traité. Mais vous voyez bien que cette faiblesse du droit international va entraîner ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que des États qui ont adhéré à des conventions s'en retirent, ou les violent sans s'en retirer tout simplement. Et vous avez donc un droit international, d'une part, qui n'est pas universel, il ne s'applique qu'entre ceux qui ont signé les conventions, et qui est fragile. Alors, nous avons devant nous, et là je pense que ce sont les peuples des pays qu'on disait du tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est à eux de jouer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, les peuples de ce qu'on appelle les vieux pays occidentaux, mais qui ont été des pays extrêmement hypocrites, parce que les pays occidentaux, ils ont à la fois procédé à la conquête du monde au mépris des autres peuples. Ils ont sur la conscience énormément de crimes, de responsabilités dans l'histoire passée, mais en même temps, ce sont les pays, et c'était là, on peut dire, ou leur hypocrisie ou leur double langage, qui ont promu le droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme, quand elle a été approuvée par l'Assemblée générale en 1948, il y avait 50 et quelques États aux Nations unies, il n'y avait pas tous les pays du Sud. C'était une production des pays occidentaux. Donc, voilà, nous sommes devant cette ambivalence des pays occidentaux. Eh bien, cette ambivalence a pour résultat
que nous sommes déconsidérés, décrédibilisés. Mais les principes, la facette positive de ce que nous avons fait, la Charte des Nations Unies avec l'interdiction du recours à la force, la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec le principe magnifique que tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, et bien d'autres articles de cette déclaration qui sont un trésor pour l'humanité, tout cela, il faut maintenant que les pays du Sud, et notamment leur société civile, parce qu'il faut que ça vienne de là, se le réapproprient. Peut-être qu'il va falloir le rédiger autrement, mais redisent à leur manière à eux que ce code de valeurs communes à toute l'humanité, ils le reprennent et ils l'imposent et qu'il ne faut plus d'hypocrisie. Maintenant, il faut que ça soit appliqué vraiment. Donc voilà où on en est, si vous voulez, dans le moment où nous sommes. C'est un moment tragique, notamment à cause de la violation du principe d'interdiction du recours à la force et de tous les crimes qui vont avec. Mais nous ne devons pas désespérer. Et notamment, vous avez cité l'Ukraine, Gaza, l'Iran, mais il y a des conflits oubliés, et ça c'est le gros reproche des pays du Sud à l'Occident. On ne parle pas de guerre bien plus monstrueuse encore que ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza. C'est la République démocratique du Congo, toute la partie Est, qui est ravagée par une guerre excessivement meurtrière, qui n'en finit pas depuis des années, dans lesquelles tous les soirs, vous avez des villages qui sont brûlés, les femmes violées, éventrées dans des conditions absolument barbares. On ne parle pas du Soudan, qui est en proie à une guerre dévastatrice avec des millions de réfugiés. Donc voilà, il faut parler de tous les conflits, pas seulement ceux qui nous sont proches ou que nous connaissons mieux, mais tous les conflits, parce que il faut absolument... Alors, il y a plusieurs choses à ajouter, mais je ne veux pas être trop longue, peut-être que vous avez d'autres questions, mais je voudrais quand même ajouter que le grand moment que nous traversons, c'est que le monde est mis en communication de toutes parts, par les moyens de communication, par la mobilité des personnes, par le fait que c'est le résultat de quelque chose de très négatif qui a été la conquête et l'ouverture du monde que l'Occident a forcé à partir de 1492, à partir du moment où on découvre l'Amérique et où on se livre aux conquêtes coloniales. Ça, c'était le XVIe siècle pour toute l'Amérique, XVIIe. Ensuite, au XIXe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. On a ouvert le monde. On a ouvert le monde en le violant, il faut bien le dire. Mais cette ouverture du monde, elle a eu quelque chose de positif en résultat involontaire, c'est qu'elle a mis les peuples en contact, il y a eu du métissage, il y a eu des gens racistes, mais il y en a eu beaucoup qui n'étaient pas racistes, qui étaient heureux de faire connaissance de peuples différents, qui se rendaient compte que la différence est une richesse. Moi, c'est ce que je ressens profondément. Dès que je suis en contact avec des gens d'un peuple différent, je suis avide de savoir, de connaître, de me dire, tiens, ils ont des mœurs que je ne connais pas, des manières de penser qui ne sont pas les miennes, mais tout ça va m'enrichir. Et donc, cette ouverture du monde, elle a eu lieu, avec des effets très négatifs, mais avec cet effet positif. Et maintenant, il faut que l'humanité commence à se concevoir elle-même comme une communauté politique solidaire. C'est devant ce moment-là que nous sommes. Oui. Professeur, comment vous expliquez l'incapacité des institutions des Nations Unies à imposer le respect des droits humanitaires, Gaza, Soudan, l'Ukraine, et en plus de ça, pourtant encore parler d'égalité souveraine entre les États, alors que certains peuvent frapper impunément, tandis que d'autres sont sanctionnés immédiatement. On trouve des justificatifs, la guerre préventive, ce droit de légitimité de défense. Même en France, on a vu le président français en train de défendre, par exemple, l'action israélienne contre l'Iran, ce qui a constitué une violation pour le droit international, mais une rupture dramatique avec l'héritage diplomatique
français. Comment vous expliquez ça, professeur? Écoutez, ça s'explique de manière très simple. Le mécanisme de maintien de la paix des Nations Unies, il est mort. Il est mort pourquoi? Parce que l'hypocrisie des Nations Unies dès le début, c'était qu'on affirmait l'égalité des peuples et des États. Alors, je reviendrai sur le mot souverain parce que moi, je suis très critique à l'égard de la souveraineté. Mais en tout cas, il faut maintenir l'idée de l'égalité des peuples et des États. Pas seulement des États, des peuples. Parce qu'il y a des peuples qui ne sont pas des États. Ils ont droit à l'égalité comme les autres. Donc, ce principe qui était formidable a été enveloppé par une pensée cachée de la part des grandes puissances qui était la pensée du maintien de leur domination. Lorsque Churchill, Staline et Roosevelt à Yalta se réunissent et commencent à penser une organisation internationale, puisqu'avec la Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations, qui avait été un premier brouillon, elle était morte. Donc, il fallait penser à renouveler une organisation internationale. Là, c'est toujours la même hypocrisie. En apparence, c'est formidable. Interdiction du recours à la force. Désarmement, n'oublions pas l'article 26 de la Charte des Nations Unies, qui prenait un désarmement très, très poussé. Donc, on prend des principes formidables, mais comme on n'a pas envie de perdre la domination, on glisse le verre dans le fruit et on y met les membres permanents, c'est-à-dire une inégalité, une rupture d'égalité considérable avec le droit de veto. Et on va plus loin, articles 108 et 109 de la Charte, aucune réforme des Nations Unies n'est possible sans le vote du Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents qui seraient d'accord. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de réforme des Nations Unies, même pas une petite réforme. Parce qu'on parle toujours d'ajouter quelques membres permanents. Alors d'abord, c'est ridicule. On va élargir un peu le clan des dominateurs. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut une organisation démocratique, pas une organisation aristocratique. Les membres permanents, c'est une aristocratie. C'est l'aristocratie d'Ancien Régime. Qu'est-ce que c'était l'aristocratie? C'était une position sociale inamovible et éternelle, puisqu'elle était héréditaire. Les membres permanents, c'est ça. C'est une position sociale à l'intérieur et politique à l'intérieur de l'ensemble des Nations Unies, qui est une position de domination éternelle, puisqu'ils sont permanents et qu'il n'y a pas de réforme sans leur accord. Donc, ils ne lâcheront jamais leur position de domination. Donc, moi, à mes yeux, le mécanisme de maintien de la paix, il est mort. Et ça se voit avec l'Ukraine, Gaza, la RDC, le Soudan, dans tous ces conflits majeurs où il y a des millions de morts, des millions de déplacés, les Nations Unies ne font rien. Alors, nous sommes devant cette difficulté. Il faut penser out of the box. Il faut arrêter de parler de réforme des Nations Unies. Elles ne sont pas réformables. Il faut que les peuples du Sud et les forces démocratiques en Occident s'unissent pour commencer à penser une nouvelle organisation. Il ne faut pas attendre une autre catastrophe. Elle est d'ailleurs en cours. Il y a des risques de guerre mondiale, nous le savons. Il y a surtout des risques terribles avec les changements climatiques, avec les flux de réfugiés climatiques qui vont arriver, avec les violences que ça va engendrer. Prenons les devants, anticipons, n'attendons pas la catastrophe. Commençons à penser une nouvelle organisation du monde que moi je rêverais d'appeler Organisation mondiale des peuples. Alors il faudra garder, nous avons eu 2 brouillons, la SDN et l'ONU. Il faudra garder ce qui était bon, parce qu'il y a eu des choses positives naturellement. Qu'est-ce qui a été bon dans l'ONU? 2 choses. L'existence de l'Assemblée générale, qui est un forum de tous les États du monde, où là ils sont à égalité, et l'Assemblée générale a produit d'excellentes résolutions. Le problème, c'est que ce sont des recommandations juridiquement et qu'elles n'ont pas de valeur contraignante. Mais il y a un corpus juridique formidable qui a été créé. Il faut le garder et le réhabiliter en lui donnant une valeur contraignante. Autre chose positive des Nations Unies, tout le réseau des agences, des programmes, des organisations spécialisées qui a mis en place des actions formidables qui ont été la preuve de la solidarité universelle entre tous les humains. Quand le programme alimentaire mondial fonctionne, quand l'UNICEF fonctionne, quand l'action pour les réfugiés marche, et c'est là qu'il était dramatique qu'Israël, qu'elle retourne en arrière, de fermer les bureaux de l'UNRWA.
l'UNRWA qui était la preuve de la solidarité humaine face au drame de la Nakba en 1949. C'est là qu'elle a été créée pour faire face à la misère des réfugiés. Et donc, toutes ces agences des Nations Unies qui sont la preuve de cette solidarité humaine, qui marche bien, alors il y a quelques défauts au passage qu'il faudra corriger, mais ça, il faudra le garder, ou en tout cas le renouveler. Garder une assemblée de tous les États, peut-être essayer d'inventer une deuxième chambre qui représenterait d'autres forces dans le monde que les États. Alors, il y a plusieurs, vous savez, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Ça peut être une assemblée parlementaire, représentant des gens issus des parlements des États, parce que les parlementaires ont une mentalité très différente des exécutifs. L'Assemblée générale des Nations Unies, elle représente les exécutifs des États. Si on avait une chambre qui représente les parlements, des délégations des parlements de tous les États, les parlementaires, ils sont en relation avec leurs électeurs. Ils ont une conception différente de la politique. Ça pourrait être aussi une assemblée qui représenterait la société civile, mais c'est très difficile, parce que la société civile, elle est représentée de manière foisonnante et pas très contrôlée. Oui. Voilà, il y a toutes sortes d'idées qui circulent, mais pour répondre à votre question, on ne peut plus rien attendre du mécanisme de maintien de la paix. Voilà. Oui. Professeur Gendrou, cette question de génocide, plusieurs voix, y compris des juristes de haut niveau, évoquent aujourd'hui la possibilité d'un génocide en cours ou imminent, notamment à Gaza. Comment vous qualifiez la situation à Gaza? Alors, écoutez, la situation à Gaza, elle a été qualifiée par la Cour internationale de justice, qui a rendu 3 ordonnances. Vous savez qu'elle a été saisie, alors je reviens un peu en arrière. La Cour internationale de justice, là aussi, c'est un des défauts considérables qu'il y a dans la Charte des Nations Unies. Elle a créé une Cour internationale de justice, mais la compétence n'est que facultative. C'est-à-dire qu'on ne peut aller devant elle que si les 2 États sont d'accord pour y aller. Ce qui est incroyable, parce que si vous prenez en comparaison avec le droit interne, en droit interne, si un voisin vous attaque, vous le traduisez en justice, vous n'avez pas besoin de son accord. Il ne va pas dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord, donc le tribunal n'est pas compétent ». En droit international, il faut que les 2 États soient compétents. Mais il y a une exception à ça, c'est qu'il y a certaines grandes conventions internationales où il y a une clause de compétence de la Cour. Et là, les États qui ont signé cette convention ne peuvent pas refuser la compétence de la Cour. Donc l'Afrique du Sud a pris cette initiative magnifique de traduire Israël devant la Cour pour génocide. Ça va être long, mais la Cour va devoir se prononcer. Mais en attendant, comme l'Afrique du Sud avait demandé des mesures provisoires, la Cour a rendu 3 ordonnances, et dans ces 3 ordonnances, elle ordonne des mesures en disant ces mesures sont indispensables parce qu'il y a un risque de génocide. Or, la Convention est une convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. La prévention, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les choses avant qu'il ne soit trop tard, avant que les gens ne soient morts. Et les États qui ont signé cette convention sont dans l'obligation de la prévention. Alors pourquoi tous ceux qui ont vu la situation à Gaza insistent sur la question du génocide? Parce que, si vous voulez, il y a plusieurs catégories de crimes internationaux. Les crimes de guerre, là, évidemment, ils sont avérés à Gaza et en Cisjordanie depuis longtemps. L'occupation est un crime de guerre. La colonisation est un crime de guerre. Donc, le droit international prévoit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Mais le crime de génocide, il a ceci de particulier qu'il y a une obligation de prévention. Dès lors que la Cour a dit, avec sa légitimité de la plus haute organisation judiciaire internationale, qu'il y avait un risque de génocide, elle attend d'avoir tout le dossier pour dire si le génocide est avéré, mais nous savons bien qu'il est tellement en route qu'il a commencé quand même. Il n'y a plus de doute à cela quand on voit ce qui se passe avec la famine, les gens qui sont ciblés par les tirs de l'organisation qui leur distribue la nourriture alors qu'ils viennent chercher de la nourriture en faisant la queue. Donc, les États sont devant une obligation de prévention. C'est ça qui est extrêmement important.
parce qu'il faut le leur rappeler et qu'il faudra que ça vienne devant la justice. Ça prendra du temps, mais les États qui manquent à leur obligation de prévention, en livrant encore des armes à Israël ou en ayant encore de la complaisance pour Israël, le jour viendra où ils devront rendre des comptes. Voilà tout ce que je peux vous dire. Il y a ce crime de complicité, aussi de double standard. On voit par exemple, si Poutine est accusé, automatiquement l'Occident, il est pour la justice internationale, etc., pour l'imposition des sanctions. Mais concernant les Palestiniens, même il est interdit pour les universitaires, pour les figures politiques, pour les figures de la société civile, de dénoncer les actes d'Israël, de dénoncer, de parler de l'obligation d'arrêter ces crimes contre les Palestiniens. Comment vous expliquez cette ambiance qui règne, et surtout en France? En France, l'histoire n'oublie jamais qu'en France, l'idée d'offrir l'impunité à Netanyahou a été proposée officiellement. L'histoire n'oublie jamais ça, madame. Alors, ça ne s'explique que par des choses très, très négatives, évidemment. Il y a d'une part le remords de la Shoah, alors c'est surtout vrai en Allemagne, mais un peu aussi en France, parce que le gouvernement français de Pétain était extrêmement actif dans la persécution des Juifs. Donc, il y a un remords à leur égard qui fait qu'on continue de penser qu'on leur doit quelque chose et qu'il faut être aveugle sur ce qu'ils font aujourd'hui. Mais il y a aussi la vieille complicité coloniale, la vieille complicité de l'Occident dans la domination des autres peuples. Et c'est cette domination qui a marqué les années d'après la guerre quand on a créé Israël, parce qu'on a imposé la solution de partage aux Palestiniens, qui était une violation de leur droit fondamental à disposer d'eux-mêmes sur tout leur territoire. Mais au lieu de le faire, supposons, je n'aurais pas été de cet avis en 1947, mais supposons qu'il y ait eu des raisons d'accepter qu'il y ait un État d'Israël et qu'il soit sur ce territoire-là. Mais enfin, on demandait un tel sacrifice aux Palestiniens qu'il aurait fallu leur proposer des compensations, un plan Marshall pour leur développement, une force de sécurité pour garantir leurs frontières avec Israël. Or, on était dans la mentalité coloniale. Le peuple arabe, c'était un peuple qui restait à dominer. Et donc, on lui demandait de se pousser sur la moitié de son territoire et on l'a traité avec une désinvolture, une cruauté considérable. Et cette mentalité coloniale, elle reste là quand même dans les esprits en Europe. Et il faut que nous luttions contre ça, nous, la société civile. Moi, je suis française, mais je ne veux pas que mon pays participe à ça. Et je veux le dire haut et fort. Alors, quand vous dites toutes les poursuites et les actes très négatifs qui sont commis par les gouvernements contre les défenseurs de la Palestine, moi, je vous dis, il y a une chose que je propose à tout le monde. Puisque j'ai participé aux procédures devant la Cour internationale en 2024, quand elle a été saisie par l'Assemblée générale d'une demande d'avis consultatif sur la question des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires occupés. Quand il y a une demande d'avis consultatif, c'est que l'Assemblée générale a une question d'intérêt général à poser à la Cour, et donc la Cour demande à tous les États, à toutes les organisations intergouvernementales, s'ils veulent donner leur avis, s'exprimer dans des observations écrites et des observations orales. La France s'est exprimée. Son document, il est sur le site de la Cour. Il n'y a qu'à aller voir, avis consultatif de 2024, on voit toute la procédure, on va voir dans observation écrite et on trouve l'observation de la France. Mais la France, la direction des affaires juridiques au Quai d'Orsay ne peut pas écrire des énormités. C'est leur honneur de juriste qui est en jeu. Même le Quai d'Orsay est obligé de reconnaître qu'il y a un droit international devant la Cour. La France a produit un document dans lequel elle dit les choses de manière correcte. Elle dit qu'il y a des violations par Israël de toutes sortes de normes du droit international. Alors, c'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Et j'invite tous les militants pour la Palestine à aller chercher ce document, à l'étudier, et quand il y a des oppositions du gouvernement, que ce soit au Parlement, que ce soit par des poursuites, que ce soit devant les tribunaux, il faut sortir ce document et dire « mais nous ne disons rien d'autre que ce que dit le gouvernement français. Comment pouvez-vous nous poursuivre
alors que nous défendons quelque chose qui a été dit par le gouvernement français. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous savez, il y a eu la deuxième affaire de la fermeture des bureaux de l'UNRWA, qui a donné lieu également à une procédure devant la Cour pour avis consultatif. Ça, c'était en mai dernier, les plaidoiries orales. Alors, l'avis n'est pas encore rendu, mais quand l'avis va être rendu, les documents seront sur le site de la Cour. Et là aussi, la France a produit un document. Et le document va dans le sens du droit international, complètement. Alors voilà, il faut se défendre avec les armes qu'on a. Et l'arme du droit reste utile, mais il faut bien l'utiliser. Ma dernière question, professeur Gendrou, à l'heure des révoltes citoyennes, des mouvements pour la paix et des coalitions du Sud global, pensez-vous que l'espoir peut venir d'en bas par les peuples, les intellectuels et la société civile? Alors oui, c'est difficile dans tous les pays qui ont des régimes autoritaires, parce que les régimes autoritaires, je ne vais pas citer certains régimes arabes en particulier, mais tout le monde sait de quoi je parle. Les régimes autoritaires, ils autorisent quelques manifestations pour les Palestiniens, parce qu'ils ont un discours ambivalent, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Alors il faut que chacun de nous, dans le pays où il se trouve, oblige son gouvernement à mettre ses actes en conformité avec ses paroles. Je viens de le citer pour la France. La France a défendu tout cela devant la Cour internationale de justice. Pourquoi elle ne prend pas la tête au sein de l'Union européenne, alors peut-être que ça va commencer, d'une ligne demandant des sanctions, c'est-à-dire l'arrêt de l'accord de coopération, la suspension de l'accord de coopération Union européenne, Israël. Mais les pays arabes, ils ont l'arme du pétrole. Qu'est-ce qu'ils attendent pour utiliser l'arme du pétrole contre Israël? Ah oui, vous haussez la tête, mais voilà, ils ont dans leurs mains la solution du conflit. Les pays arabes, hein, ils arrêtent la mais la volonté des dirigeants, lorsqu'on on voit par exemple l'Émiratie Arabie ou l'Égypte ou la Jordanie qui sont devenus le gardien des intérêts d'Israël. Je dis, oui. Non, mais là, c'est au peuple, mais c'est très difficile parce que les peuples étant dans des États autoritaires, s'ils commencent à s'exprimer, ils se font réprimer. Sauf si le peuple est vraiment unanime et s'il y a vraiment une force profonde qui vient du peuple. Mais nous n'avons que ça, monsieur. Nous n'avons que ça en nous appuyant sur le droit. Parce que le droit, il a toujours des effets différés dans l'histoire. Je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est quelque chose que je dis partout où j'ai l'occasion de prendre la parole. Parce que c'est une note d'espoir. Une note d'espoir difficile, parce qu'il faut être patient, il faut attendre. Et c'est vrai que devant ce qui se passe à Gaza, on n'a pas envie d'attendre. Mais l'heure du droit vient toujours. Rappelez-vous que le rapport de force, nous ne sommes pas que dans le rapport de force. Le droit intervient dans le rapport de force, sauf qu'il intervient de manière différée. Mais si vous prenez les luttes de libération nationale, la France en Algérie, elle avait la puissance de son armée face au FLN algérien, elle aurait dû gagner cette guerre, elle l'a perdue. Le Portugal, qui était soutenu par les États-Unis, même si c'était un petit pays, il était quand même très puissant à l'époque coloniale, il a perdu ces guerres coloniales. Les États-Unis sont allés faire la guerre au Vietnam bien après la libération coloniale du Vietnam de la colonisation française. Ils font la guerre au Vietnam avec leur B-52, ils ont perdu cette guerre. Les Vietnamiens qui n'avaient que des vélos et qui étaient infiniment moins puissants militairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée que la guerre est injuste est une idée puissante et qui fait basculer le rapport de force. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la guerre du Vietnam a été gagnée par le mérite des Vietnamiens, mais sans les étudiants américains qui ont fait les manifestations dans les campus américains et qui, quelquefois, se sont fait tuer. Il y a eu des manifestations très violentes pendant la guerre américaine du Vietnam. Sans l'aide des étudiants américains, le Vietnam n'aurait pas pu gagner. Et je repense à la guerre d'Algérie, puisque moi j'ai vécu cette période, j'étais évidemment adulte à ce moment-là. La guerre d'Algérie, elle a été gagnée par le FLN, à qui revient tout le mérite, mais elle a été gagnée avec l'appui de l'opinion publique française, quand les soldats français ont refusé de monter dans les trains pour regagner l'Algérie. Donc, vous voyez, c'est à la fois précieux comme idée,
est douloureux parce que c'est différé et nous sommes pressés, nous voudrions des résultats immédiats. Mais le droit a un effet différé. Merci infiniment, mon professeur Chemilier Gintreau, pour la clarté de votre analyse et la profondeur de votre engagement dans ce monde en tension. Votre parole invite à ne pas renoncer au droit, mais à l'exiger avec exigence, lucidité et courage. Merci à vous, chers et chers spectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de continuer ce débat essentiel. À très bientôt sur Espoir et Dignité TV, la plateforme d'information associative internationale de Genève. Merci beaucoup, mon professeur, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.